Bonjour tout le monde. C'est un plaisir pour moi de vous présenter la conférence aujourd'hui sur les supraconducteurs. Mon nom, c'est Dominique et je suis vulgarisatrice scientifique à l'Institut quantique de l'Université de Sherbrooke, donc au Québec. Aujourd'hui, je vais vous parler des supraconducteurs, donc un matériau quantique. Mais avant ça, évidemment, je vais faire une petite introduction. Puis en fait, je vais commencer en vous confiant un secret. Moi, je suis pas physicienne, contrairement à plusieurs de mes collègues ici à l'Institut. Ma spécialité est vraiment en vulgarisation. Moi, j'ai étudié en biochimie. Puis, avant de venir ici, j'étais journaliste scientifique. Oups. OK, voilà. Un petit méli-mélo comme ça pour me présenter, si on veut. J'ai vraiment du côté de l'écrit. Ensuite de ça, là, je me suis retrouvée à l'Institut quantique on est deux dans l'équipe de vulgarisation. On fait toutes sortes d'activités. On va visiter des écoles secondaires. On fait des kiosques dans des événements scientifiques, toutes sortes de choses comme ça pour pouvoir mettre de l'avant toutes sortes de notions de la quantique de la façon la plus vulgarisée et amusante possible. Et donc aujourd'hui, je vais avoir le plaisir de vous parler un peu des matériaux supraconducteurs. Puis pour vous mettre un peu en contexte, à l'Institut, on a plusieurs axes de recherche. On a tout ce qui est information quantique, matériaux quantiques, génie quantique, puis on a aussi nos complices quantiques un peu plus récemment. Si j'y vais un petit peu un par un, information quantique, ça va être une façon d'encoder de l'information qui va utiliser des phénomènes quantiques dont on va parler un petit peu plus tard. Matériaux quantiques, ben là, c'est vraiment qu'on va aller étudier des matériaux qui ont des propriétés qui sont un peu des fois surprenantes. Génie quantique, c'est un peu ce qui va réussir à faire fonctionner les différentes technologies, les différents travaux aussi qui étudient la quantique. Puis nos complices quantiques, dans le fond, ça, c'est des personnes qui ne sont pas directement physiques, un peu comme moi, c'est plutôt, par exemple, on a une professeure d'école politique qui va étudier les enjeux éthiques et politiques liés à l'arrivée des technologies quantiques qui pourraient tout à fait là, changer notre futur, un peu comme l'intelligence artificielle nous a pris un peu par surprise dans les dernières années, puis change notre quotidien, nous donne accès à des nouvelles façons de faire. La quantique pourrait faire ça aussi dans un proche avenir. Mais déjà, ah oui, puis soit dit en passant, il y a de la recherche qui est plutôt théorique, puis il y a de la recherche aussi qui est en laboratoire. Donc, il y a vraiment la possibilité de faire ces deux choses-là. On a certains étudiants des fois qui disent mettez-moi pas dans un laboratoire, je vais tout faire exploser. Puis il y a d'autres étudiants justement qui aiment ça que ce soit concret, regarder dans un microscope, faire des manipulations. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Mais donc, là, je vous dis quantique depuis tantôt, puis peut-être que vous ne savez pas encore c'est quoi, peut-être que vous en avez entendu parler dans des films, par exemple Marvel avec Ant-Man, il y a beaucoup de... Ils vont beaucoup utiliser le mot quantique, parfois de façon assez douteuse, disons. Donc souvent, c'est un peu comme ça qu'on entend parler de la quantique, on dirait que c'est dur d'avoir une idée. Donc, commençons avec une définition. Donc, la quantique, c'est l'étude de l'énergie et du comportement de la matière et de la lumière. Puis ça, c'est souvent à une échelle qu'on dit infiniment petite. Et c'est aussi souvent des températures très froides. Donc, on va étudier un petit peu ces deux aspects-là qui sont assez importants tous les deux. Mais commençons avec qu'est-ce qu'on veut dire par très froid. Donc, tout le monde a un congélateur chez soi. On sait que ça peut être quand même froid. Quand on prend des objets, là, on a de la misère à le garder dans les mains longtemps. Mais un congélateur de maison, ça se rend à peu près à -12. Bon, c'est sûr qu'il y a des modèles, ça va varier selon les modèles. Il y en a qui sont un peu plus froids parfois. Et donc, continuons d'aller encore toujours vers le plus froid. Il y a aussi, dans le fond, un hiver québécois ou un hiver, j'imagine, ailleurs au Canada aussi, que ça va être assez froid. On peut facilement aller atteindre des -40 là, dans les journées plus intenses. Et sinon, on a aussi le point le plus froid sur Terre, qui va, là, il y a une petite controverse, là, est-ce que c'est -98, est-ce que c'est -100 selon la méthode ouais, la méthode pour mesurer la température. Mais ça tourne autour de ça.
Là, continuons d'aller encore plus froid. On va dans l'espace, le point le plus froid dans l'espace. Donc, oups, j'ai un petit bug ici. Donc, on peut se rendre jusqu'à moins 272 degrés dans l'espace. Donc, ça, c'est un point qui est très froid. Et on a les ordinateurs quantiques. Donc, ça, c'est sur Terre. On voit des températures qui sont encore plus froides que le point le plus froid dans l'espace. Donc, ça, c'est vraiment impressionnant de savoir que sur Terre, on est capable d'avoir des températures aussi froides. Et donc, en fait, ça se rapproche vraiment beaucoup du zéro absolu. Donc, la température la plus froide qu'il est possible d'atteindre, les ordinateurs quantiques, ils sont presque. Puis là, on voit moins 273,14, donc c'est 0,01 degré de différence avec le zéro absolu. Mais en fait, il y a des ordinateurs là, qui peuvent s'en rapprocher encore plus. Là, Donc, c'est vraiment impressionnant comment on peut se rapprocher du zéro absolu. OK, parfait. Donc là, c'est le même ordinateur quantique que vous avez vu précédemment. Cet ordinateur-là, c'est celui d'IBM qui est à Bromont, au Québec. Donc, pas trop loin de mon université, à peu près 1 heure de route. Et donc, quand vous regardez l'ordinateur comme ça, ou d'autres modèles, là, par exemple celui-là, ben là, ça vous donne déjà une idée de l'échelle parce que vous voyez quelqu'un à côté. Et en fait, vous voyez aussi qu'il y a quelqu'un d'autre, le monsieur, qui est avec un ordinateur qu'on dit classique, un ordinateur comme vous connaissez. Donc, ce type d'ordinateur-là est toujours nécessaire pour faire fonctionner les ordinateurs quantiques. C'est vraiment deux appareils qui sont très différents. Puis, l'ordinateur quantique, en fait, on va en reparler un petit peu plus tard, là, mais c'est vraiment complètement un autre appareil. On entend souvent, ah, c'est juste plus puissant qu'un ordinateur classique, mais non, c'est pas juste que c'est plus puissant, il est complètement différent. Il fonctionne pas de la même façon, il n'est pas utile pour les mêmes tâches. Donc, voilà. Et, ah oui, c'est ça, je vous disais, quand vous regardez l'ordinateur comme ça, vous voyez vraiment des gros cylindres. Et en dessous de ces cylindres-là, ben, en fait, il y a du vide. On crée le vide pour pouvoir atteindre des températures très froides. Et en fait, ce que vous regardez, c'est ça. C'est un petit ordinateur dans un très gros frigo, qu'on appelle en fait même des frigos à dilution. Donc, c'est une technologie qui est faite pour refroidir ce que vous voyez ici. Donc, ça, c'est vraiment le cœur de l'ordinateur de ce type-là. Il va y avoir à différentes façons de refroidir pour les différents étages jusqu'à se rendre justement à quelques dizaines ou centaines ou millièmes de degrés du zéro absolu. Donc, ce que vous voyez vraiment, c'est que ça va descendre de plus en plus froid. Puis la petite partie dorée dans le bas, qui est grosse à peu près là, comme une tasse à café, c'est là qu'il va y avoir la puce électronique où il se fait les calculs. Donc, c'est vraiment la partie de l'ordinateur, c'est ce petit morceau-là, et tout le reste, c'est le système de refroidissement pour se rendre proche du zéro absolu. Donc là, on a parlé de à quel point ça peut aller dans le froid, la quantique. Maintenant, on va parler de à quel point ça peut aller dans le petit. Et là, je vais tenter. OK, magnifique. Donc, vous voyez ici, je pense que je vais mettre. Ah bon. Donc, vous avez ici, c'est pour vous donner une idée d'échelle. Donc, vous voyez qu'il y a une personne, un chat, donc ça, c'est une échelle que vous connaissez. Mais ensuite de ça, c'est un petit outil qui vous permet, puis vous voyez dans le bas, il y a l'échelle. Donc, vous voyez qu'à chaque clic, ça vient zoomer, pardon pour le mot. Donc, ça vient agrandir, voilà, de façon régulière. Donc, ici, on est encore dans les choses qu'on est capable de voir à l'œil nu. Une fourmi, on peut voir ça. Déjà, les grains de sable, on commence à les voir un petit peu différemment que de ce qu'on est habitué. Et là, on va continuer comme ça. Puis là, on va se rendre dans ce qui est dans notre corps, le globule rouge de notre sang. Puis on va continuer de rapetisser, on va voir des bactéries. On va avoir aussi un virus qui est un petit peu trop familier dans les dernières années. Et donc, on continue. C'est encore trop gros pour l'échelle quantique comme on l'a défini souvent. Donc, on va continuer ici. On a l'ADN, donc toutes les instructions pour construire chaque être vivant. Puis on a aussi des molécules, puis on va jusqu'aux atomes. Mais ça, c'est encore trop gros. Donc, on continue d'avancer, on continue. Et là, vous voyez, c'est pas un bug, c'est vide longtemps.
jusqu'à temps qu'on arrive aux protons, aux neutrons. Donc, ça, c'est ce qui constitue le noyau des atomes. Puis là, on va continuer encore de rapetisser jusqu'à se rendre jusqu'à l'électron. Donc, le petit point jaune ici. Donc, souvent, quand on veut dire l'échelle infiniment petite, c'est ça, c'est qu'on se rend dans le tellement petit. Et souvent, le tellement petit, les gens s'imaginent l'échelle des bactéries, des virus, mais vous avez vu que c'était à peu près à mi-chemin par rapport à l'échelle que nous, on explore avec la quantique. Donc voilà, là, ici, on a les schémas d'atomes qu'on voit de façon un peu plus classique, qui ne sont pas tout à fait exacts, mais disons que pour aujourd'hui, on va se servir de celle-là. Et donc, les petits points jaunes que vous voyez, les électrons, là, comme qu'on a vu sur l'échelle tantôt, ces électrons-là, ils vont avoir des caractéristiques. Donc, ils sont chargés négativement. Souvent, c'est assez connu. Évidemment, ils ont une masse. C'est sûr qu'elle est très, très, très petite parce que l'objet est très, très, très petit. Mais donc, c'est une autre caractéristique qu'ils vont avoir. Et ils vont avoir une autre caractéristique aussi qui est moins connue, qui est, je vais vous laisser essayer de deviner. Là, évidemment, je ne peux pas vous entendre, mais je ne sais pas si vous aviez trouvé que c'est le spin. Donc, le spin est une autre caractéristique des tout petits objets, des particules élémentaires comme ça, dont l'électron. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que, et ça s'appelle un spin parce que les scientifiques, au début, pensaient qu'il y avait vraiment un mouvement de rotation. Puis, donc, c'était défini, par exemple, il y avait un spin comme ça va être up, puis un autre spin qui va être down, donc par en haut, par en bas. Mais dans le fond, en étudiant mieux les électrons, on s'est rendu compte que c'est plutôt un moment magnétique. Donc, c'est un peu comme si les particules avaient un aimant interne. Et ça fait toutes sortes de choses intéressantes qu'on peut observer à notre échelle, notamment le magnétisme. Donc, ce que vous voyez, là, les petits bâtonnets rouges et bleus, donc ça, c'est pour représenter le pôle sud et nord des aimants. Et là, dans le fond, il y a des matériaux qui vont réagir, qui sont aimantés, puis il y a d'autres matériaux que pas du tout. Et c'est grâce au spin, en fait, qu'on peut comprendre tout ça. Donc, les matériaux qui ne réagissent pas aux aimants, qui ne sont pas aimantés, qui ne sont pas magnétiques, c'est que les spins des petites particules dans la matière vont s'alterner. Donc, des fois en haut, des fois en bas. Et donc, au total, il ne va pas y avoir un pôle de l'objet qui va se faire détecter. Et là, j'ai des petits aimants à côté. Au contraire de, comme vous pouvez voir, la deuxième rangée, quand il s'est tout aligné, et qu'il va y avoir donc un pôle d'un côté et un pôle de l'autre, ça va pouvoir faire ce qu'on connaît tous, là, les petits aimants ici. Ces aimants-là sont très puissants, c'est des aimants en néodyme. Donc là, vous voyez, si j'essaie de rapprocher les deux mêmes pôles, vous avez sûrement toutes déjà fait ça avec vos aimants de frigidaire, ben ça vient se repousser. Et au contraire, si je le tourne, ils sont très forts. Donc, si je le tourne, les aimants vont venir se coller. Donc, ça, c'est le magnétisme tel qu'on le connaît. Et, oups, pardon. Et il y a une autre petite chose intéressante avec le magnétisme qu'on peut voir, c'est que c'est lié avec en fait, le champ magnétique et le champ électrique peuvent interagir. Donc, puis en fait, l'un peut créer l'autre et on a une petite démonstration ici pour le voir. Donc, j'ai ici un tuyau en cuivre, donc qui conduit l'électricité. Et si je prends un petit aimant, comme je vous ai montré à l'instant, et que je le fais passer dans le tuyau en cuivre, vous allez voir, ici, je le lâche. Et, bon, je l'ai échappé, mais il y a donc un délai avant que ça passe dans le tuyau, puis c'est pas une question de grandeur, là, ça passe très bien. Donc, c'est pas une question de la grandeur du tuyau, de la circonférence. C'est vraiment parce que l'aimant, il a un champ magnétique et dans le tuyau, le fait que le champ magnétique bouge vient créer un champ électrique dans le tuyau. Et ce champ électrique-là, lui, il est lié au tuyau, donc il ne bouge pas. Donc, ça vient faire comme un champ magnétique qui s'oppose à celui de l'aimant, ce qui le ralentit tout au long du mouvement dans le tuyau. Donc, une petite démonstration sympathique comme ça.
Puis là, vous êtes peut-être en train de vous dire, bon, là, il me semble que on a, bon, c'est sympathique de voir des aimants, d'en entendre parler, mais c'est quoi le rapport avec la quantique? Et j'y arrive enfin pour vous parler de matériaux quantiques qui peuvent interagir avec le champ magnétique. Donc, d'où la petite introduction. Et c'est donc la vedette de ma conférence aujourd'hui, c'est les supraconducteurs. Donc, qu'est-ce que c'est la supraconductivité? Eh bien, c'est le fait de conduire l'électricité, donc sans résistance. Donc, on voit ici là, avec le petit fil électrique, là, souvent quand on branche notre chargeur pour recharger notre téléphone, notre ordinateur, on va sentir qu'avec le temps, ça devient chaud. Mais ça, c'est de la chaleur qui est causée par la résistance. Donc, le courant arrive à passer assez bien, mais pas parfaitement bien, et ça vient faire de la chaleur. Mais dans des matériaux quantiques, certains matériaux quantiques, il va y avoir ce qu'on appelle la supraconductivité, et ça fait que le courant passe avec aucune perte, il n'a aucune résistance. Et il y a aussi un effet que ça vient faire, qui est ce qu'on appelle l'effet Meissner, pour le monsieur qui l'a découvert. Et cet effet-là, ça vient repousser tout champ magnétique. Donc, tantôt, je vous montrais mes deux aimants. Les pôles, les mêmes pôles se repoussaient et des pôles opposés s'attiraient. Mais pour le cas des supraconducteurs, ça va repousser peu importe le pôle, puis même s'il se fait montrer les deux pôles en même temps, ça vient le repousser. Et j'ai justement une petite démonstration pour vous avec un matériau supraconducteur. Donc là, ça, c'est de la belle grosse technologie. C'est des choses que les gens étudient à l'université ici. Donc, ça doit être vraiment formidable. Donc, je vais vous montrer cette fabuleuse technologie. Bon, c'est pas très excitant finalement, visuellement du moins. On dirait un peu une rondelle de hockey. J'en ai une ici là, que vous pouvez voir. Là. Donc, une petite rondelle, dans le fond, c'est une céramique comme ça. Si jamais il y a des chimistes parmi vous, vous allez pouvoir avoir la composition chimique. Et donc, en fait, là, je vais arrêter le partage d'écran pour pouvoir vous faire une petite démonstration. Parfait. Alors, là, je vais juste m'assurer, pardon pour la petite installation. OK, parfait. Alors, ici, j'ai un train qui contient, je vais vous le montrer, deux petites pastilles. Il y en a une deuxième dans le fond ici. Et on met juste un petit peu de la ouate pour empêcher que l'azote liquide ne déborde, puis ne bouge pendant le mouvement. Mais donc, je vais utiliser de l'azote liquide. Pourquoi l'azote liquide? Parce que tantôt, je vous disais, la physique quantique, ça se passe souvent à des très basses températures. Et l'azote liquide, c'est à moins 200 à peu près. Donc, ça vient rendre le matériau supraconducteur. Parce que pour l'instant, je vais vous montrer avant. Si je prends juste le matériau comme ça, puis que je rapproche un aimant, il n'y aura pas d'effet. C'est assez ordinaire à regarder. Par contre, si on le refroidit, donc, je vais verser l'azote ici. Si on le refroidit, on va aller chercher les propriétés supraconductrices. Puis là, le son que vous entendez, je vais rapprocher mon micro. Dans le fond, c'est vraiment que ça vient bouillir, littéralement, comme quand vous mettez de l'eau à bouillir pour cuire vos pâtes. Parce que tout mon matériel était à température pièce, évidemment. Donc, quand j'ajoute l'azote liquide qui est très froid, proche de moins 200, ça vient, l'écart de température est tellement grand que ça vient vraiment la faire bouillir tout de suite au contact de mon train, dans ce cas-ci. Ça ne sera pas très long. Je vais essayer de s'approcher un peu. Excellent. J'ai encore l'espace d'en mettre un peu. Donc, c'est vraiment important de le refroidir suffisamment. Là, inquiétez-vous pas pour moi si vous voyez de la petite fumée. C'est pas dangereux parce que je vous rappelle que l'air autour de vous est constitué en majorité d'azote.
Donc, tout ce que ça fait comme gaz, c'est quelque chose qui est déjà dans l'air ambiant, donc c'est pas toxique, là. Souvent, on se fait poser la question, mais c'est pas dangereux. Et voilà. Et maintenant, on a un petit train qui lévite grâce à l'effet Meissner. Je vais essayer de vous montrer vis-à-vis. Hmm. Donc, vous pouvez voir vraiment qu'il ne touche plus. Je peux même mettre une feuille ici. Vous allez voir, il va passer par-dessus sans problème. Donc, c'est vraiment parce qu'il est devenu supraconducteur, que le petit matériau à l'intérieur, le cuprate, est devenu supraconducteur, ça lui permet de repousser le rail, qui est en fait une alternance d'aimant nord-sud-nord, ou sud-nord-sud, là, je ne me souviens pas par cœur, mais bref, ça fait un petit rail. Puis là, vous vous posez la question peut-être, bon, je peux le faire partir dans les deux directions, par contre, vous voyez, il y a une résistance de sortir du rail. Il va vraiment continuer de tourner en rond au lieu d'essayer de sortir, par exemple, par le côté. Donc, je peux le forcer éventuellement parce que, bon, je suis assez forte pour pousser le train, mais vous voyez qu'il veut vraiment revenir dans ce rail-là. Et donc ça, je vais vous repartager un petit instant la présentation pour... Oups, pardon. Voilà. OK. Voilà. Donc, le rail, comme je vous avais dit, qui alterne des aimants. Et ce que ça vient faire, en fait, c'est qu'il va y avoir le matériau supraconducteur avec le courant donc, qui passe sans résistance dans le matériau et qui vient repousser le champ magnétique. Donc, c'est vraiment ce qu'on vient voir ici, l'effet Meissner, ça repousse le champ. Mais il se crée aussi quelque chose qu'on appelle les vortex. Donc ça, c'est comme une structure temporaire qui se crée dans le matériau supraconducteur au moment où il devient supraconducteur et qui laisse passer un peu de champ magnétique. Et donc, ça lui permet de reconnaître, si on veut, la structure du champ. C'est pour ça qu'on alternait nord-sud-nord ou sud-nord-sud dans le rail. C'est que ça va donner une forme particulière au champ magnétique. Et donc, le train ne veut plus dévier de cette forme de champ magnétique-là. Donc, ça permet d'avoir un train qui reste sur le rail, puis il reste quand même vraiment longtemps. Bon, ben, je pense que... Oui, OK, parfait. Voilà. Donc, à nouveau, vous pouvez voir le train, il est encore en train de voler, de léviter au-dessus du rail. Et là, je vais vous faire une petite manipulation de plus parce que là, bon, vous vous dites, OK, ben, ça repousse, ça peut flotter par-dessus, mais cette façon-là de rendre le matériau un peu prisonnier de la forme du champ peut donner quelque chose d'encore plus impressionnant. Donc, ici, je vais juste reprendre un petit morceau de carton avec un trombone en métal. Là, vous allez voir que mon aimant colle après le trombone. Donc, le petit carton, en fait, c'est vraiment juste pour donner de la distance un peu entre le matériau supraconducteur, ici, mon cuprate, et l'aimant que je pose par-dessus. Et j'y ajoute de l'azote liquide encore. Encore une fois, on l'entend bouillir. Donc, ce ne sera pas très long, juste le temps que ça refroidisse suffisamment. Je vais rajouter encore un peu d'azote. Normalement, dans le temps, quand je donne cette démonstration-là devant un public, c'est là que je prends des questions en même temps. Mais le format de Zoom ne nous le permet malheureusement pas. Mais si jamais vous avez des questions, on aura un temps à la fin, évidemment, là, donc rappelez-vous de vos questions. Excellent.
Alors, comme je vous disais, ça vient l'emprisonner dans le champ. Quand on le refroidit, il va s'habituer à ce champ-là en particulier. Donc, vous pouvez voir ici que je peux même lever le matériau supraconducteur avec mon aimant parce que le petit carton fait que le supraconducteur est habitué d'être à cette distance-là du champ. Donc, il vient vraiment flotter comme ça en dessous de mon aimant jusqu'à temps qu'il se réchauffe. Puis là, vous venez de le voir de vos yeux. Quand quand il se réchauffe, à un moment donné, il va perdre ses propriétés supraconductrices. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on peut voir le matériau. Il est assez ordinaire à température pièce, mais avec le froid, il va y avoir sa propriété quantique, qui est la supraconductivité, qui apparaît et qui va disparaître une fois qu'il va se réchauffer. Donc, c'est pas tout à fait de la magie, mais c'est quand même vraiment amusant de le voir. Excellent. Donc, encore une fois, je vais vous ramener dans la présentation. Pardon pour les petits délais. Et, et donc, si on revient aux ordinateurs quantiques, je vous avais promis qu'on y reviendrait. Pourquoi est-ce que j'en reparle? Ben, c'est sûr que c'est très intéressant. D'habitude, les gens, quand ils entendent parler de quantique, souvent c'est parce qu'ils ont entendu parler qu'il y a un nouvel ordinateur avec plus de puissance, des choses comme ça. Donc, c'est très intéressant. Mais aussi, ce qui est intéressant de mentionner, c'est qu'il y a certains ordinateurs qui fonctionnent avec des supraconducteurs. Là, il faut faire attention, c'est pas tout à fait celui que vous venez de voir. Donc, c'est pas avec des cuprates, là, ça va être d'autres types de supraconducteurs, mais il va quand même y avoir la supraconductivité qui permet justement d'avoir un courant là, qui n'a aucune résistance. Et les ordinateurs quantiques, là, je vous avais promis que je vous parlerais un petit peu plus de leur fonctionnement, donc c'est maintenant. Donc, les ordinateurs quantiques, il faut les différencier des ordinateurs classiques parce que, ben, justement, c'est deux appareils complètement différents. Les ordinateurs classiques, vous avez sûrement déjà entendu parler de bits, donc les bouts d'informations encodés sous forme de 0 et 1. Puis ça, c'est encodé avec des transistors, donc des pièces d'ordinateurs classiques. Dans le cas des ordinateurs quantiques, on va parler de qubits. Donc, c'est en fait pour bits quantiques. Et ces pièces-là peuvent, bon, en fait, comme je vous disais, il y a différentes architectures. Donc, il va y avoir des supraconducteurs, il va aussi y avoir des photons, donc de la lumière. Et il peut aussi y avoir des spins. Donc, tantôt, on vous parlait des spins, mais on peut encoder de l'information avec un spin. Donc, euh, juste pour terminer ma comparaison avec l'ordinateur classique, le classique encode 0 ou 1 seulement. Donc, c'est chaque transistor, chaque pièce électronique peut encoder un morceau d'information qui est 0 ou 1. L'ordinateur quantique, il peut encoder 0 ou 1, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va encoder aussi des 0 et 1 en même temps grâce au phénomène quantique qui est la superposition d'états. Et ça lui permet donc de pouvoir faire plusieurs calculs différents sur la même pièce électronique, le même qubit. Et donc, il peut donc faire plein de calculs en même temps sur la même pièce, alors qu'un ordi classique doit les faire un à la suite de l'autre. Donc, vous voyez pourquoi la puissance est vraiment décuplée là, avec un ordinateur quantique. Et par exemple, là, je vous parlais des spins parce que c'est plus facile de visualiser. Mais dans le fond, c'est ça, il y a plusieurs architectures. Désolée, je me suis mêlée. Il y a plusieurs architectures de qubits, mais tous vont encoder des 0 et des 1 et de la superposition d'états et aussi utiliser de l'intrication, qui est un autre phénomène quantique qui a, je crois, été traité dans une autre conférence de la série de conférences. Je crois qu'elle est sur YouTube, donc vous pourrez aller jeter un œil. Mais donc, toutes les différentes architectures encodent de la même, ben pas de la même façon, mais le résultat est le même. On encode des 0 et des 1 superposés. Et on peut donc lancer des calculs. Puis pourquoi je vous parlais des spins, c'est que ça nous permet de nous le représenter visuellement aussi. Parce qu'on pourrait décider que, par exemple, le spin par en haut, ben, ça veut dire 0. Puis le spin par en bas, ça veut dire 1. Puis là, on peut se représenter la superposition d'états avec, si on est entre les deux, parce qu'on est à la fois en haut et en bas. Donc, comme ça, on peut se représenter un peu l'état du qubit.
pour pouvoir voir comment le calcul est fait à l'intérieur des ordi quantiques. Et là, on n'avait pas le temps de se lancer là-dedans aujourd'hui parce que ça, c'est tout le côté qui est plus informatique quantique. Par contre, on a des ressources pour vous. Donc, il y a les énigmes quantiques qu'on a faites qui vous apprennent comment faire de la programmation quantique des ordinateurs quantiques et qui vous apprennent sous forme d'énigmes. Donc, vous allez avoir un défi, quelque chose à faire et on va vous donner un peu les bases que vous avez à connaître pour arriver à faire la programmation pour résoudre l'énigme. Et il existe aussi une collaboration de l'Institut quantique avec IBM Skills Build. Donc ça, c'est... Puis je pense que on a lancé aussi la version française. Donc longtemps, on a eu la version en anglais, évidemment, qu'on avait faite en premier avec IBM. Mais maintenant, on a la version en français aussi. Et donc ça, c'est des exercices qui sont de niveau secondaire. Donc vous pouvez vous connecter et aller faire, dans le fond, les exercices qui viennent pousser les énigmes plus loin, les rendre un peu plus digestes. Et là, ce que vous voyez, la danse depuis tantôt, ça, c'est un autre de nos projets. Là, donc, j'ai le T-shirt en ce moment, qui est la danse à 2 qubits. Donc, ça, c'est qu'on s'est amusé. Je vous montrais tantôt, on peut avoir le qubit dans son état 0, 1, entre les deux. Et donc, quand on programme un qubit, qu'on lance un algorithme, on peut s'imaginer très bien que dans l'ordinateur, si c'était un ordinateur avec des spins, par exemple, on pourrait très bien se l'imaginer bouger physiquement comme ça. Et donc, nous, on a pensé faire un jeu avec des chorégraphies d'algorithmes quantiques, tout simplement pour s'amuser. Puis on l'avait lancé aussi avec différentes personnes. Là, vous voyez des gens d'IBM, des gens de start-up sherbrookoises, des gens de l'Institut, évidemment, notre équipe technique qu'on vient de voir. Donc, on s'était gâté un peu de filmer des gens jouer à notre jeu, mais vous pouvez aller le retrouver tout simplement suivant le code QR que voici. Et donc, ça fait le tour. C'était vraiment une présentation de survol pour vous montrer qu'il y a en fait plusieurs choses qui sont comprises sous les sciences quantiques, que ça peut être des matériaux, ça peut être de la programmation, ça peut être, il y a d'autres choses aussi qu'on n'a même pas parlé, de la cryptographie, des choses comme ça aujourd'hui. Donc, la quantique, c'est vraiment très large, mais au final, si vous faites juste retenir que c'est la branche de la physique qui étudie la matière à une échelle très, très petite, vous avez déjà une excellente définition. Et donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention, puis je vais être prête à prendre des questions ou vous remontrer des choses de démonstration si vous êtes intéressé.